Allez, on va attaquer cette toute dernière partie de l'optique sur une étude des instruments d'optique. On va d'abord s'intéresser à l'œil, qui est l'instrument d'optique le plus simple qu'on ait à disposition et qu'on va modéliser par une simple lentille, et puis s'intéresser bien sûr aux problèmes de vision, l'hypermétropie, la myopie, la presbytie. Et ensuite, on regardera 2-3 instruments d'optique un petit peu plus complexes, la lunette astronomique par exemple, le microscope ou encore comment marche un appareil photo. Alors, on démarre avec l'œil, et l'œil, à quoi ça ressemble? L'œil, en gros, c'est une grosse boule qu'on appelle le globe oculaire, avec lequel devant il y a ce qu'on appelle la cornée qui ressort légèrement. C'est là-dessus où ceux qui portent des lentilles posent leurs lentilles. Donc là, vous avez la cornée. À l'intérieur de la cornée, vous avez, ou plutôt derrière la cornée, vous avez un système qui fait office de diaphragme, c'est l'iris, avec le trou noir qu'on voit à l'intérieur de l'œil qui correspond à ce qu'on appelle la pupille. Et derrière, vous avez ce qui sert d'instrument d'optique en particulier, c'est-à-dire le cristallin. Et le cristallin est relié à des muscles sur les côtés, et ces muscles vont plus ou moins tirer, ils vont vous permettre d'accommoder. C'est ce qui vous permet de regarder, soit de regarder au loin, soit de regarder près, et d'avoir toujours une image nette. En fait, l'image ne peut pas naître à la fois loin et près. C'est pour ça que quand vous regardez quelque chose de proche de vous, l'arrière-plan va être flou, alors que si vous regardez très loin et puis vous mettez vos doigts devant, vous verrez vos doigts flou, moins si vous essayez de regarder. Par contre, dès que vous allez concentrer votre attention sur les doigts, automatiquement votre cerveau est fait de manière à ce qu'il donne l'instruction à ces muscles qui sont relativement rapides de se contracter pour pouvoir accommoder et pour voir que vous permettre de voir net, même en changeant, en regardant un danger lointain et un danger proche pour passer rapidement de l'un à l'autre. Donc là, vous avez le cristallin qui va faire office de la lentille, et puis là, derrière, vous avez ce qu'on appelle la rétine qui va être le capteur sur lequel on va réussir ou pas à former les images nettes. Puis après, vous avez le nerf optique ensuite qui part ici, et puis il y a une expérience intéressante sur justement le fait qu'au niveau du nerf optique, vous avez une zone là, une tache aveugle, sur laquelle il n'y a pas de capteur, parce que c'est l'endroit où il y a tous les câbles en gros qui sont en train de revenir et passer, et donc normalement on devrait avoir une tache noire sur les images qu'on regarde, et en fait il n'y a pas de tache noire parce que le cerveau prend la couleur qui est autour, et puis hop, il va remplir cette tache noire par ce qui est le plus proche autour, ce qui fait que de temps en temps vous allez pouvoir avoir disparition de cette tache noire. Le plus simple pour s'en rendre compte, c'est vous prenez une feuille, vous dessinez une croix, un rond, vous vous écartez en fixant toujours au même endroit, et puis il y a un moment, donc vous fixez la croix par exemple, et il y a un moment où le rond va disparaître, fermant un œil pour avoir un seul œil, parce que la vision binoculaire permet justement de s'affranchir de ce problème-là et de compenser les informations qu'on n'a pas sur un côté, mais il y a un moment où le rond va disparaître, donc essayez de faire l'expérience. Alors, ça, c'est l'œil tel qu'il est en réalité. Tel que le physicien va le voir, ça va être simplifié, bien sûr. Donc, le physicien va modéliser l'œil par une lentille convergente, qui va être globalement le cristallin, mais aussi en partie la cornée, puisque la cornée fait un dioptre sphérique. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle une humeur vitreuse, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas de l'air, mais vous avez de l'eau, principalement, mélangé de quelques petites choses, mais globalement ça va avoir un indice de réfraction qui sera plus proche de celui de l'eau que celui de l'air, donc ce ne sera pas tout à fait comme vous en avez l'habitude. Nous on va modéliser ça par une lentille avec de l'air de chaque côté et un écran, ça va être notre rétine, c'est l'écran. Et là, la lentille, ça va être l'effet du cristallin plus de la cornée, et des modifications dues à l'humeur vitreuse. Et on peut avoir aussi mettre un diaphragme, et le diaphragme
pour ne laisser passer que certains rayons. Ce diaphragme-là fait office d'iris et donc va limiter la quantité de rayons qui arrivent sur votre écran pour éviter en fait de brûler l'écran, donc de brûler la rétine. Voilà, et donc ça c'est notre modélisation. On va se dire que la taille de l'œil est fixe, donc on va avoir une taille delta qui est à peu près de 15 mm, qui va être fixe ici entre la lentille et la rétine, et puis on va avoir une distance focale de la lentille qui est variable. La distance jusqu'à l'écran est fixe, mais la distance focale de la lentille est variable pour prendre en compte le fait que votre cristallin peut être plus ou moins étiré par les muscles et donc va pouvoir plus ou moins dévier les rayons lumineux. Et donc on peut faire varier la distance focale de votre système. Alors, l'œil est soumis à certaines limites qu'on appelle les limites d'accommodation. Le fait d'accommoder, c'est le fait d'adapter la vision quand vous regardez au loin ou quand vous essayez de regarder plus proche de vous, donc très proche au niveau des doigts ou plus éloigné. Votre œil va adapter la distance focale pour automatiquement changer le point où va se placer l'image si jamais l'objet que vous regardez n'est plus le même. Donc sur la petite animation, vous allez voir ça. Quand on appuie sur le bouton accommoder, la distance focale change jusqu'à ce qu'on ait l'image qui se forme exactement sur la rétine et non pas avant ou après, parce que sinon on aura des taches et vous aurez l'impression de voir flou. On en reparlera avec notamment la taille des capteurs qui seront assimilés à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit avoir cette accommodation? Si on utilise la loi de Descartes, nous dit que 1 sur f' est égal à 1 sur p' moins 1 sur p. Là-dedans, qu'est-ce qui varie? P', il est constant égal à ce delta, c'est-à-dire que on ne peut pas changer cette valeur. Et parce que c'est la taille de votre œil. Par contre, les objets que vous regardez peuvent être à différentes distances. Ça peut être la main qui est à 20 cm de mon visage ou le jaguar qui est en train de courir vers moi et qui est pour le moment encore au loin, donc quasiment à l'infini. Et donc, il va falloir modifier la distance focale. Pour trouver la distance focale, il suffit de mettre sous même dénominateur et d'inverser. Donc, si on fait ça, f', j'ai du p moins p', donc qui se retrouve en bas. Et le P' en question, c'est le delta d'avant. Et puis là, j'ai delta multiplié par P. Et en fonction des valeurs de P, j'aurai différentes valeurs de focale. Donc si on regarde à l'infini, donc si on regarde au plus loin, quand P vaut l'infini, vous voyez que si P vaut l'infini, le moins delta va être négligeable. Donc on se retrouve avec delta P sur P, et les P se simplifient. Et donc, je vais avoir un f' qui devra être égal à cette longueur delta. Donc pour un objet à l'infini, on va marquer là, pour un objet à l'infini, ça veut dire qu'on prend la limite quand P tend vers moins l'infini et vous avez f' du coup qui tend vers delta. Je dois avoir une focale positive, donc pour ça que j'ai modélisé ça par une lentille convergente, et la distance focale doit être égale à la distance entre le cristallin et la rétine. Donc ça c'est pour avoir la position, la focale lorsque on regarde à l'infini. Normalement, pour un œil normal, c'est quand vous n'accommodez pas, ou justement vous êtes au repos, votre œil est réglé pour voir naître à l'infini, sans faire d'effort. Par contre, si vous pouvez faire d'efforts, on peut regarder et voir naître les objets jusqu'à une distance d'. Monsieur le champ. Donc jusqu'à cette distance d', ça veut dire que P il est égal à moins d'.
Hein, si la distance minimale, c'est à peu près l'âge en centimètres. Donc vous qui êtes encore relativement jeune, vous pouvez voir jusqu'à une vingtaine de centimètres. Alors bon à savoir, cette distance-là, c'est à peu près 10 centimètres, donc 20 centimètres, c'est 2 fois ça. Donc vous devez pouvoir voir net à peu près jusqu'ici, voire peut-être un petit peu moins. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, ils sont soumis à ce qu'on appelle le problème de presbytie et donc vont avoir tendance à s'écarter de plus en plus pour lire. Les personnes qui sont myopes peuvent voir plus proche. Donc moi, sans mes lunettes, je vois à peu près jusqu'ici, mais je connais des personnes très très myopes qui peuvent voir quasiment jusque là. Et d'ailleurs, les personnes myopes qui prennent leur téléphone le matin avant de prendre leurs lunettes, ils doivent mettre le téléphone très très proche pour réussir à lire les choses. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc cette distance minimale, on va prendre souvent dans les systèmes commerciaux, on prend 25 cm pour étalonner les systèmes, mais en tout cas c'est la distance la plus faible à laquelle vous pouvez voir quelque chose de net. Et bien vous voyez que du coup le f' va être égal à donc delta multiplié par moins des mines divisé par moins des mines moins delta. Alors comme le delta il est de l'ordre de 1,5 cm et lui c'est plutôt de l'ordre de 25 cm, donc ça devient un peu plus important, mais la différence va quand même être sensible. Les moins se simplifient et donc j'ai delta fois des mines divisé par des mines plus delta. Et vous voyez que cette distance focale s'écrit delta que multiplie quelque chose d'inférieur à 1. Donc c'est inférieur à delta qui est le f' quand je suis à la distance infinie. Donc quand vous accommodez, vous vous débrouillez pour avoir une distance focale plus faible. Et c'est ça le phénomène d'accommodation. Donc on va diminuer la distance focale. Donc lors de l'accommodation, on diminue la distance focale de l'œil. Quand vous faites un effort, quand vous contractez vos muscles au niveau du cristallin, ça a comme effet de diminuer la distance focale de la lentille équivalente, non, on va dire de l'œil quand même, correspondant. Alors, dans votre œil, on va, pour ces limites d'accommodation, du coup, donner deux noms. Le punctum remotum, ça va être là, ou PR, et le punctum proximum, ça va être pour ce cas-là. Donc le punctum remotum, donc c'est punctum remotum, le remote, le truc qui est éloigné, donc aussi appelé PR, c'est le point de l'axe optique le plus éloigné. Voilà, non, point de l'axe optique vu nettement, sans accommodation. Et pour un œil normal, c'est l'infini. Donc pour un œil qu'on dit hémétrope, c'est-à-dire normal, c'est l'infini. Donc en pratique, c'est le point le plus éloigné qu'on voit net. Pour un œil myope, on verra que c'est plus proche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le punctum remotum. Et le punctum proximum, c'est pour ça qu'il y a en fait un lien. Le punctum remotum, en pratique, c'est le point le plus éloigné que vous puissiez voir net. Et le punctum proximum, c'est le point le plus proche que vous puissiez voir net. Mais la définition fait intervenir l'accommodation. Donc c'est le point de l'axe optique vu nettement avec accommodation maximale.
Donc pour un œil normal, c'est de l'ordre de 25 cm. Enfin, c'est pris à 25 cm si jamais vous n'avez pas plus d'infos. Donc avec accommodation maximale, pris à 25 cm si pas plus d'infos sur la question. Vous devez juste connaître à peu près l'ordre de grandeur. Vous savez que vous voyez à peu près net jusque là, et puis vous mesurez rapidement, c'est une vingtaine de centimètres généralement de vous. Voilà, et entre ces deux points-là, on voit sur les petites animations que l'un, c'est quand on accommode au maximum, ça nous permet de le voir. L'autre, c'est quand au contraire, il n'y a pas d'accommodation et on se retrouve à l'infini pour voir notre système. Alors, on a déjà parlé du pouvoir séparateur, mais on va refaire un petit rappel là-dessus, parce que c'était dans tout le premier chapitre, et ça a pu être oublié depuis. Et puis on va regarder un tout petit peu plus en détail ce que ça implique au niveau des récepteurs. Donc le pouvoir séparateur, c'est l'angle minimal qu'il faut entre des rayons qui proviennent de deux objets différents pour voir que ces deux objets sont bien différents. Donc c'est l'angle minimal sous lequel l'œil arrive à distinguer, séparer deux points A et B d'un objet perpendiculaire à l'axe optique. Si vous vous souvenez bien, on avait calculé qu'il fallait à peu près 5 km, une distance de 5 km entre vous et une voiture pour réussir à voir, grâce à ce pouvoir séparateur, les deux phares de la voiture. Donc c'est un diamètre angulaire, et pour un œil normal, ce diamètre angulaire, c'est de l'ordre de 1 minute d'angle, c'est-à-dire 1/60e de degré, c'est-à-dire environ 3×10-4 radians. Donc ça, c'est le pouvoir séparateur. Si on regarde la Lune, par exemple, donc si on regarde la Lune, qui est à environ 400 000 km de distance, alors ce pouvoir séparateur nous permet de voir des cratères qui ont une taille supérieure à la centaine de kilomètres. On trouve même 111 km lorsqu'on fait l'application numérique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce pouvoir séparateur et la taille des capteurs que vous avez sur la rétine? Pourquoi est-ce que ce pouvoir séparateur est relié à cette taille-là? Donc, quand vous avez votre lentille qui est là, avec l'axe optique, si je prends un point A relativement loin comme ça et un point B ici avec ce qu'il faut là. Donc là j'ai mon écran, si j'ai mis au point A' qui est ici, et puis B', je vais l'obtenir ici, parce que si A' est net, B' doit forcément, avec le rayon qui passe par le centre optique, vérifier ça. Si je suis à cette distance avec le epsilon, en fait, pour pouvoir voir deux points différents, il faut que les rayons lumineux issus de chacun des points et qui convergent vers cet endroit-là, convergent sur deux cases, sur deux capteurs différents, deux cellules qui vous permettent de capter ça de manière différente. Alors si on prend un quadrillage derrière avec la taille caractéristique entre deux capteurs, il faut que la distance entre A', B' soit au moins de l'ordre de la distance entre deux capteurs. Donc si on prend une distance X
donc distance petit a, c'est la taille d'un capteur. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est valable pour l'œil avec les cellules, c'est aussi valable pour un capteur CCD avec les pixels qui sont là-dessus. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir être capté, il faut que les rayons tapent à deux endroits différents, parce que sinon ça va se superposer. Il y a juste un seul pixel qui va être un petit peu plus lumineux, mais vous ne verrez pas deux pixels lumineux. Donc, il faut automatiquement, comme ici on retrouve le même angle epsilon, puisque le rayon n'a pas été dévié, et que là, on a la distance focale f', vous avez que tangente epsilon doit être de l'ordre justement de la taille entre les deux capteurs, la distance entre deux capteurs divisée par f'. C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et comme l'angle il est tout petit, tangente epsilon c'est à peu près epsilon, et vous voyez que la taille entre les deux capteurs, ça va être à peu près epsilon f'. Si on prend un objet qui est à l'infini, bah vous savez que f', enfin, alors c'est pas f', c'est d, la distance, non c'est delta que j'avais noté ça, la distance jusqu'à la rétine. Si on prend à l'infini, à ce moment-là, c'est confondu avec la distance focale, puisque l'image d'un objet à l'infini se retrouve dans le plan focal objet, hein, ça c'est la petite animation sur les positions particulières sur les lentilles qui vous permet de le revoir. Donc, si on a cette relation-là, le delta, ça valait à peu près 1,5 cm, le epsilon, il vaut 3×10-4, donc j'ai du 3×10-4 multiplié par 1,5 10-2, donc j'ai du 1,5 fois 3, donc ça fait 3,5, donc ça va faire du 4,5, 10 puissance moins 6 mètres, donc de l'ordre de 4 micromètres. L'ordre de grandeur des cellules qui sont dans votre rétine, la distance, enfin, la taille, le diamètre de ces cellules-là, c'est de l'ordre de quelques micromètres. Et donc, ça détermine directement le pouvoir séparateur que vous avez. Si vous prenez des animaux qui ont un meilleur pouvoir séparateur, qui sont capables de voir des trucs plus fins que nous, ça peut être deux choses. Soit que, effectivement, ils ont des cellules qui sont plus proches les unes des autres, mais bon, ça c'est généralement induit par la biologie, ils ne vont pas pouvoir gagner énormément là-dessus, soit qu'ils ont un œil qui va être plus grand, le delta est plus grand, donc le A sur delta va être plus petit, et donc si vous avez un œil plus globuleux, plus volumineux, bah vous êtes normalement capable de voir des détails plus petits, si tant est que la couverture de capteurs sur votre rétine va être du même ordre de grandeur que l'œil normal humain. Donc, à retenir, il y a un lien direct entre le pouvoir séparateur, c'est-à-dire l'angle minimal sous lequel vous pouvez voir un objet, et la distance entre deux capteurs consécutifs sur votre écran. Là, j'ai pris la rétine, mais c'est aussi valable pour un capteur CCD. Alors, quels sont les principaux défauts de l'œil? Et à quoi ils sont dus? Donc, les principaux défauts, vous avez défauts de vision, vous en avez deux types. Vous avez la myopie, vous avez l'hypermétropie. On va mettre la presbytie un peu à côté, mais la myopie ou l'hypermétropie. Alors, quand on regarde sur la petite animation, la myopie, on a toujours tendance à dire que le cristallin est trop convergent. En fait, en pratique, très souvent, c'est relié au fait que l'œil est un petit peu trop grand comparé au cristallin, parce que les cristallins de tout le monde sont faits dans la même matière, ils ont la même courbure, donc ils vont avoir tendance à changer les rayons, à dévier les rayons de la même manière, mais c'est l'endroit où vous mettez l'écran en fait qui change.
et c'est pour ça que ça apparaît à la croissance, c'est que votre œil grandit un petit peu trop et puis ça s'aggrave avec le temps jusqu'à ce que votre croissance soit terminée et l'œil arrête de grandir et donc vous avez toujours les mêmes caractéristiques. Donc la myopie, c'est une caractéristique où vous avez un cristallin qui est trop convergent par rapport à la distance à sa rétine, ce qui fait que la personne qui est myope ne verra plus net jusqu'à l'infini, elle ne voit net que jusqu'à 1 à 2 mètres, voire moins. 1-2 mètres, c'est encore une myopie qui est relativement faible, mais il y a des personnes qui ne voient net que jusqu'à, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de centimètres devant eux, et après c'est le brouillard, ça devient flou. Alors, donc la myopie, ça se traduit par un aspect trop convergent, ou plus exactement, l'œil est trop grand. Ce qui veut dire qu'au repos, on fait converger les faisceaux qui viennent de l'infini, donc les rayons convergent avant la rétine. Et s'ils convergent avant la rétine, ça veut dire que vous allez avoir votre punctum remotum qui va être beaucoup trop proche. Donc si vous prenez un œil myope, comme ça, alors d'abord je vais prendre l'œil normal, il a un punctum remotum, un punctum proximum qui est là et un punctum remotum qui est à l'infini. Ça, c'est pour l'œil normal. Le myope, lui, il a un punctum remotum qui est beaucoup plus proche. Punctum remotum du myope, il est là. Mais du coup, il gagne aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que son punctum proximum, il va être plus proche aussi. Et c'est pour ça qu'une personne myope peut voir net plus proche de son œil qu'une personne qui a des yeux normaux. À penser que ces capacités d'accommodation soient effectivement les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ça? Étant donné que en pratique les rayons de l'infini d'un objet qui est situé à l'infini convergent avant la rétine, il faut les empêcher de converger trop tôt. Donc, parce que tout ce qu'on peut faire, c'est diminuer la distance focale, donc les faire converger encore plus près. Donc, pour empêcher de les faire converger trop tôt, la lentille correctrice va devoir être une lentille divergente. Donc, la correction va se faire par une lentille divergente. Et comme on le voit sur la petite animation, le fait de rajouter cette lentille divergente va vous ramener les choses au niveau de la rétine. Enfin, l'image d'un objet à l'infini va se ramener au niveau de la rétine. Alors, très souvent, ce qui est plus simple à considérer, plutôt que de regarder jusqu'à la fin au niveau de la rétine, quand vous prenez votre œil, il doit envoyer les images sur la rétine. Et pour que l'œil sans accommodation envoie sur la rétine, donc je me place dans le cas sans accommodation, donc pour que ça s'envoie sur la rétine, il faut que je sois au niveau du punctum remotum de mon œil myope. Or moi, ce que je veux, c'est que sans accommodation, je vois correctement à l'infini. Donc j'ai besoin que les lunettes envoient l'infini au niveau du punctum remotum. Donc les lunettes doivent prendre un point qui est là et l'envoyer ici. Et comme les lunettes, généralement, vous les mettez devant l'œil, il va donc falloir prendre une image à l'infini pour l'envoyer ici, et donc prendre une lentille, bien prendre une lentille divergente, puisque j'ai un objet à l'infini que j'envoie devant, ça me fait une image virtuelle. Et par définition, l'image par la lunette de l'infini, elle se situe au niveau du point focal image. Donc ça, c'est le f' de la paire de lunettes. Et donc votre punctum remotum, et la distance entre l'œil et le punctum remotum, vous donne directement la focale de votre lentille.
Par là, on va vers la gauche, donc c'est négatif, lentille divergente. Et la distance, en valeur absolue, doit être la distance du punctum remotum. Donc si vous arrivez à voir net jusqu'à, on va dire, 2 mètres, par exemple, ça veut dire qu'il vous faut une lentille de distance focale qui vaut moins 2 mètres. Moins 2 mètres, quand je passe à l'inverse, ça veut dire que c'est une demi-dioptrie de correction dans les négatifs. Donc vous n'êtes pas beaucoup corrigé. Moi j'ai une correction d'à peu près une dioptrie, ou une dioptrie et demie, je ne sais plus trop où. Et donc ça veut dire que je vois net à peu près jusqu'à 1 mètre. Et effectivement, quand j'enlève mes lunettes, je peux voir net en mode sans accommodation jusqu'à peu près 1 mètre, c'est-à-dire jusqu'à la fenêtre qui est derrière ma caméra qui est en train de me filmer. Donc, si au contraire, quand vous enlevez vos lunettes, vous arrivez à voir net que jusqu'ici, c'est-à-dire à peu près là à 30 cm, vous devez avoir une lentille de moins 30 cm de focale. Quand je prends l'inverse de moins 30 cm estimé en mètres, ça me fait 3 dioptries de correction. Donc vous pouvez en déduire en fait de votre correction la distance à laquelle vous voyez net sans faire aucune accommodation, c'est-à-dire vous mettez les yeux dans le vague et vous essayez de vous relaxer au maximum et à partir de cette information-là, revenir à votre correction et vérifier que votre ophtalmo a fait effectivement les bons réglages. Après, il y a une toute petite différence parce que les lunettes sont légèrement devant, à peu près 1 cm devant l'œil, mais l'ordre de grandeur de la correction nécessaire, elle, va être correcte. Donc, pour un myope, étant donné que son œil converge trop par rapport à la taille de sa rétine, à la taille de son œil, il faut faire une correction avec une lentille qui va être une lentille divergente. Au passage, avec une lentille divergente, comme elle fait diverger les rayons du soleil, par exemple, il n'y a aucune chance pour que vous réussissiez à allumer un feu à Koh Lanta. Donc en fait, si vous êtes invité à Koh Lanta, il vaut mieux se mettre dans une équipe avec des personnes qui ne sont pas myopes, mais plutôt hypermétropes, comme on va le voir tout de suite. Alors, l'hypermétropie, deuxième défaut principal de l'œil. L'hypermétropie, c'est au contraire quand vous avez un œil qui est trop petit par rapport à la taille normale qui serait adaptée à votre cristallin. Donc l'hypermétropie, vous avez un œil qui est trop petit, ce qui veut dire que quand vous regardez à l'infini, les rayons convergent derrière votre rétine. Ils ne convergent pas assez, donc le cristallin il n'est pas assez convergent pour que quand vous ayez un objet à l'infini, il se forme effectivement à la rétine. Ce n'est pas un souci pour l'hypermétrope parce que si il fait un petit effort, étant donné qu'on peut raccourcir la distance focale mais qu'on ne peut pas l'augmenter, eh bien il peut se débrouiller, comme on le voit sur la simulation, pour accommoder de sorte qu'un objet à l'infini s'envoie effectivement sur sa rétine. Mais ça va le fatiguer. Et donc un hypermétrope, à force de regarder, même quand il est dans une position où normalement il est au repos, quand il regarde au loin, eh bien son œil travaille. Et cette fatigue fait qu'on va avoir, ça va s'accumuler et vous allez avoir souvent des maux de tête associés. Et donc on essaie quand même de corriger l'hypermétropie. Donc l'hypermétropie, si on regarde l'œil qui est ici, de nouveau, je vais comparer ça à un œil normal. Donc ça, c'est le PR normal, le PP, pardon, le punctum proximum normal, et ça, c'est le PR normal à l'infini. L'hypermétropie fait que, en fait, l'hypermétrope est capable de voir au-delà de l'infini. Alors, je m'explique, il est capable de voir des objets qui vont être des objets virtuels. Si vous envoyez, que vous formez une image derrière la tête d'un hypermétrope, en lui envoyant la lumière directement dans l'œil, l'hypermétrope est capable de mettre au net là-dessus, ou plus exactement, son punctum remotum va se retrouver là-bas derrière lui. Donc en fait, il est plus loin que l'infini, il peut être derrière la tête. Bon, en revanche, le punctum proximum, le PP de l'hypermétrope, lui, est plus loin, c'est-à-dire qu'un hypermétrope
Généralement, on dit qu'on le corrige pour réussir à voir de près, parce que sinon, il est comme un presbyte, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à ne pas voir net les choses qui sont trop près de lui, parce que il se fatigue déjà pour converger ici, donc il n'a plus assez de force pour réussir à converger, pour arriver au punctum proximum normal de l'œil. Et pour corriger l'hypermétropie, étant donné que ça ne converge pas assez, on va rajouter une lentille convergente. Donc, c'est une correction par une lentille convergente. De nouveau, ce qui va vous intéresser, ça va être de prendre votre œil, d'envoyer l'image sur la rétine. Et en particulier, vous voulez une correction qui corrige quand vous êtes au punctum remotum. Donc, le punctum remotum de l'hypermétrope, il envoie quand vous êtes sans accommodation. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de se placer sans accommodation le plus souvent possible, histoire de ne pas fatiguer l'œil. Donc le punctum remotum est envoyé sur la rétine et vous voulez qu'en fait, après correction, ce soit l'infini qui, dans cette situation-là, soit envoyé sur la rétine et vous voyez que vos lunettes doivent envoyer l'infini sur le punctum remotum, donc derrière la rétine. Il vous faut donc une lentille convergente qui donne une image réelle d'un objet qui est situé à l'infini à gauche. Et vous voyez que par définition, ça, c'est le f', puisque ça envoie l'infini sur un point, et ce point-là, c'est forcément le f' des lunettes. Donc, si vous savez la position du punctum remotum de l'autre côté, vous pouvez tout de suite en déduire la distance focale correspondante pour la correction. Et là, une fois que vous êtes corrigé, comme on peut le voir dans la petite animation, une fois que vous êtes corrigé, vous pouvez de nouveau voir du punctum remotum de l'œil normal au punctum proximum de l'œil normal pour avoir le bon comportement. Et c'est les lunettes des personnes hypermétropes qui permettent d'allumer un feu si jamais vous êtes perdu dans la nature, parce que vous avez besoin de lentilles convergentes pour converger les rayons du soleil et avoir une densité d'énergie très forte à un endroit pour que la température puisse s'élever suffisamment pour déclencher et démarrer un feu. Bon, alors avant d'attaquer des systèmes un petit peu plus compliqués comme les lunettes astronomiques ou le microscope, on va essayer de parler un tout petit peu de la notion de grossissement. Donc, qu'est-ce que c'est le grossissement et notamment quelle est la différence entre le grossissement et le grandissement? C'est à ne pas confondre, même si les deux notions se ressemblent beaucoup. L'une fait appel aux angles alors que l'autre fait appel aux dimensions linéaires de votre objet et de votre image et le résultat ne va pas du tout être le même. Alors, dans le début du chapitre, on a déjà défini la notion de grandissement. La notion de grandissement, c'était le fameux gamma qu'on a introduit et c'était défini comme un rapport de distance de la taille de l'image sur la taille de l'objet, taille mesurée directement avec une règle par exemple sur l'écran pour obtenir la taille de votre image. Donc ça c'est pour le grandissement. Le problème c'est que comme on vient de le voir avec l'œil, l'œil travaille très bien quand il a des choses à observer qui sont à l'infini, donc on va essayer de régler les instruments d'optique pour faire des images à l'infini, mais en faisant des images à l'infini, si l'objet est infiniment loin, en règle générale il est aussi infiniment grand et donc on se retrouve avec un grandissement qui va être infini. Et si le grandissement est infini, ça ne sert plus à grand chose comme notion parce que de toute façon on ne va jamais prendre une règle pour aller jusqu'à l'infini pour mesurer effectivement ce grandissement et ça ne nous donne plus d'informations. Donc on va essayer de se ramener à des angles parce qu'on a beau avoir des choses qui sont très loin et très grandes, ce qui nous intéresse c'est l'angle sous lequel on va pouvoir les voir et cet angle-là, en fait, va dépendre uniquement de l'inclinaison de vos rayons avec l'axe optique et en règle générale, ça, c'est mesurable relativement facilement. Donc, on va définir le grossissement, c'est la notion de voir quelque chose
plus gros, donc le grossissement, et on va l'appeler grand G comme ça, on va dire c'est alpha prime sur alpha. Avec alpha, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet sans système optique, sans le système optique. Et donc alpha prime, c'est l'angle sous lequel on voit l'image ou alors l'angle sous lequel on voit l'objet après passage par le système optique. Donc angle vu après passage par le système optique. Alors ces histoires d'angle, comme on va quand même se ramener toujours à des histoires de conditions de Gauss, ça va revenir à des calculs de tangente, et ces calculs de tangente vont être approximativement égaux à l'angle, ce qui va nous permettre de faire effectivement des dessins et des choses, des applications correctes. Alors on va tout de suite voir comment est-ce qu'on peut définir le grossissement pour une loupe, c'est-à-dire une loupe. Comment est-ce que vous utilisez une loupe? Vous prenez simplement une lentille convergente, vous la mettez devant vous et vous voyez les choses en plus gros. Donc la loupe, comment ça marche? Il suffit de prendre votre lentille convergente et de la mettre à une distance qui est inférieure à la distance focale. Vous mettez votre objet plus près que la distance focale de votre lentille convergente. Ce que vous voyez au travers, pour pouvoir le voir, c'est forcément une image qui va être virtuelle. C'est pour ça qu'on doit être avant la distance focale. Et vous allez voir quelque chose de plus gros. Et alors on va se placer naturellement. Donc pour une loupe, donc le grossissement, ce qu'on appelle le grossissement commercial d'une loupe, parce qu'on va voir qu'il faut se placer dans un certain cadre et on fait forcément une approximation, parce que ce ne sera pas la même chose, le même grossissement pour toutes les personnes, mais bon, ce sera suffisamment précis pour permettre la commercialisation. Donc grossissement commercial de la loupe, l'idée est la suivante: vous prenez votre lentille convergente, vous vous placez avec l'œil qui va observer les choses par là, et vous observez. Donc vous mettez le foyer objet, le foyer image de l'autre côté, et vous allez mettre un objet qui est à une distance inférieure à la distance focale de votre loupe. Et donc il y a deux rayons particuliers, le rayon de nouveau qui rentre en passant par le centre optique et qui n'est pas dévié, donc celui-ci il continue par là, et vous avez le rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique, qui ressort en passant par F', et dont la déviation, dont le prolongement va être par ici, et vous voyez une image qui est bien une image virtuelle, c'est bien pour ça que vous la voyez. Donc votre œil a l'impression que tous les rayons viennent de ce point B', et donc va voir quelque chose en plus grand. Là, vous voyez qu'il y a un grandissement. Il y a un grandissement, mais on peut aussi montrer assez facilement que l'angle sous lequel on voit le système, alors généralement on place l'œil au niveau du foyer, l'angle sous lequel on voit le système, qui est cet angle-là, est forcément plus grand que l'angle sous lequel on voit l'objet, puisque l'objet est derrière la lentille, et que cette distance-là, c'est la taille de l'objet. Et donc vous avez exactement la taille de l'objet sur sa distance focale, qui va être forcément plus grand que la taille de l'objet divisé par une distance plus importante. Donc ça, c'est pour montrer un certain grandissement, mais bon, le grossissement commercial, il donne une valeur. C'est une loupe qui multiplie, qui grossit 10 fois. Or là, selon l'endroit où je vais mettre mon objet, mon grossissement va vraisemblablement être différent. Donc le grossissement commercial, c'est quand on se débrouille pour que l'image soit à l'infini. Et si l'image est à l'infini, ça impose que le point A, l'objet, soit sur le foyer objet de votre lentille. Donc je vais refaire mon dessin en mettant mon objet
sur le foyer objet, donc F qui est aussi égal du coup à A. On fait passer de l'autre côté, on se retrouve avec F'. Alors vous faites bien le dessin en prenant les petits carreaux pour être sûr de votre tracé. Si je prends mon objet AB et que je trace le rayon qui passe par le centre optique et n'est pas dévié, je trace celui qui passe là et qui ensuite doit sortir par F'. Ça me fait normalement des faisceaux, des rayons qui sont parallèles. Et je me retrouve avec une image qui est loin par là. Et donc généralement, on note ça vers B infini, B' infini. Donc j'ai une image qui se retrouve à l'infini. Là, le grandissement est infini. Pour autant, le grossissement ne va pas l'être. Alors comment est-ce qu'on calcule ce grossissement? J'aimerais savoir sous quel angle je vois mon image. Vous savez que l'image du point A est aussi à l'infini, mais le long de l'axe optique. Et donc l'angle sous lequel je vois à la fois A' et B', enfin la différence d'angle qu'il y a entre les deux, donc là, le diamètre angulaire de mon image, bah, ça va être cet angle-là. Donc là, j'ai mon alpha', c'est l'angle sous lequel je vais le voir. Je retrouve aussi ici d'ailleurs. On verra dans la partie sur le télescope, sur la lunette astronomique, pardon, on verra dans la partie sur la lunette astronomique que ça va nous servir de le trouver à cet endroit-là. Donc là, j'ai l'angle sous lequel je vois mon image. Et la question, mais c'est, j'utilise quel angle pour savoir l'angle sous lequel je vois l'objet? Parce que si je mets l'œil ici, par exemple, je vois sous le même angle mon objet. Ça dépend de la distance à laquelle je vais me placer. Alors, du coup, on va pouvoir calculer quand même cet angle-là, ou au moins une approximation. Ici, vous avez la distance focale de la lentille. Ici, vous avez AB, donc on trouve que tangente alpha', c'est égal à opposé, c'est-à-dire AB, divisé par adjacent, c'est-à-dire F'. Et donc ça, c'est à peu près alpha', étant donné que mes angles, je me place automatiquement dans les conditions de Gauss. Alors même si sur mon dessin, là j'ai des angles qui sont de l'ordre de 30-40 degrés, ce qui est trop important pour les conditions de Gauss, en pratique, quand j'utilise une lentille, je me place dans les conditions de Gauss. Donc j'ai un alpha', j'ai une expression explicite de alpha'. Et pour avoir le grossissement commercial, je vais, en fait, l'aspect commercial de la chose, c'est de se dire que on compare à l'objet vu au plus près de ce qu'on peut voir net. Pour une personne normale, ça veut dire au minimum de vision distincte, les 25 cm dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on compare à l'angle sous lequel on voit l'objet. On verrait l'objet seul au minimum de vision distincte de l'œil. Au minimum de vision distincte de l'œil. Et c'est pour ça que on choisit et celui-là, il est choisi à DM qui vaut 25 cm. Pourquoi 25 cm? Parce que les personnes jeunes voient un petit peu plus près, les personnes plus âgées voient à partir d'un petit peu plus loin. Là, on fait un petit compromis. Alors c'est toujours agréable de s'entendre dire qu'on a 25 ans finalement, puisque ce minimum de vision distincte, il est à peu près donné par l'âge en centimètres. Donc on fait un petit compromis. On imagine qu'on vend nos loupes non pas à des personnes trop jeunes ni à des personnes trop âgées, mais ça vous permet de voir ça. La plupart du temps, ce qui vous intéresse, c'est de regarder par exemple un timbre pour les philatélistes qui vont pouvoir observer à la loupe ce qui va se passer et vous aurez donc à comparer le timbre, comme on veut voir des tout petits détails, on ne peut pas se l'approcher trop près parce que sinon on les verra flous et on peut utiliser du coup la loupe. Donc si on regarde mon objet directement, mon objet AB directement à l'œil
donc avec un angle alpha, si je mets mon œil ici, en étant à une distance dm qui vaut 25 cm, vous voyez que tangente alpha, c'est AB divisé par dm, c'est opposé sur adjacent, et ce tangente alpha, c'est à peu près alpha, étant donné que je me place toujours dans les conditions de Gauss, et donc j'ai des angles qui sont petits. Résultat, je me retrouve bien avec ma loupe quand je calcule le grossissement, qui va être alpha prime sur alpha. Alpha prime, on a prouvé que c'était AB sur F prime. Donc j'ai AB divisé par F prime, le tout divisé par alpha qui vaut AB divisé par dm. Les AB se simplifient, et c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que ça ne dépend pas de l'objet que vous prenez, et donc ça vous donne dm divisé par F'. Et vous voyez que quand vous achetez une loupe qui est marquée grossissement x10, ben ça veut simplement dire que ils auraient simplement pu donner directement la distance focale. Ça veut simplement dire que la distance focale de votre loupe est de 2,5 cm. Alors j'ai là une petite loupe pour justement vérifier un petit peu comment ça marche. Donc la loupe, quand vous la mettez directement comme ça, en fait, vous avez l'impression de voir quasiment la même chose. D'ailleurs, c'est une astuce qui peut être utile lors d'un TP pour savoir rapidement si vous avez une lentille convergente ou une lentille divergente. Si vous augmentez la distance, avec une lentille convergente, vous avez l'impression qu'il y a augmentation de la taille de l'image, alors qu'avec une lentille divergente, au contraire, ça va avoir tendance à diminuer. Donc là, vous voyez que normalement, vous avez augmentation jusqu'à ce que ça devienne flou. Quand ça devient flou, c'est que vous avez dépassé la distance focale. Bon, alors là, la caméra n'est pas tout à fait réglée sur l'infini, donc c'est légèrement faussé, mais ça permet d'avoir une idée. Là, si vous regardez avec les lentilles divergentes, à mesure que vous vous éloignez, vous avez que le texte en dessous semble de plus en plus lointain, devient de moins en moins gros. Et puis, dernière chose qu'on peut essayer de voir, donc on va essayer de voir comment est-ce que vous voyez mon œil au travers de la caméra et de la loupe. Si je la mets comme ça et que je m'avance là, normalement vous devriez voir ici à peu près mon œil le plus grand possible. Et puis quand on dépasse un petit peu, ça va devenir flou. Et puis quand c'est suffisamment loin, à ce moment-là, ça n'aura plus exactement les mêmes caractéristiques, mais vous voyez aussi un aspect loupe vue de l'autre côté, parce que on se rapproche de notre système. Voilà. Donc, on a le caractère loupe qui est bien donné, et puis ici vous pouvez estimer la distance focale pour cette loupe là, étant donné que quand je monte à peu près jusqu'ici, je n'arrive plus à voir net ce qu'il y a en dessous, ça veut dire que j'ai dépassé l'infini, ou je suis suffisamment loin, et donc que la distance focale, l'objet est à la distance focale, et de ce fait, je me retrouve avec une distance focale d'à peu près une dizaine de centimètres, puisque c'est à peu près la longueur de mon doigt. Ok, donc ça c'est pour la loupe. Maintenant, on va pouvoir essayer de voir l'application pour une lunette astronomique ou une lunette de flibustier. Lunette de flibustier, vous l'avez ici. C'est les fameuses lunettes comme le Capitaine Haddock où quand vous regardez, vous avez directement, vous voyez à l'infini ce qui va se passer. Donc vous avez la lunette de flibustier qui permet de visualiser et de regarder au loin. Alors comment est-ce que ça fonctionne cette lunette? C'est simplement deux lentilles, vous en avez une ici et une là. Celle-ci c'est ce qu'on appelle l'oculaire parce que c'est celle qu'on va coller à l'œil. Celle-ci c'est l'objectif parce qu'en fait elle est du côté de l'objet et donc vous avez vos deux lentilles. Pour une lunette astronomique ce sera deux lentilles convergentes. Pour une lunette de flibustier ce sera une convergente et une divergente de l'autre côté pour éviter d'avoir un renversement de situation. On va étudier le cas où les deux sont convergentes et puis l'idée de la lunette astronomique c'est d'avoir un système qu'on dit afocal. Ça veut dire que il n'y a pas de distance focale, dans le sens où si vous prenez un objet à l'infini, son image ne sera pas à une distance finie de votre système. Il va du coup lui aussi être à l'infini. Et il va falloir réfléchir juste 2 secondes pour savoir comment est-ce qu'on peut faire automatiquement. Donc astronomique pour la lunette. La lunette astronomique,
elle donne une image à l'infini d'un objet à l'infini. Donc donne une image à l'infini d'un objet à l'infini. Et pour réussir à faire ça, vous avez votre objet à l'infini qui va donner une image à l'infini et vous avez deux lentilles, la lentille L1 et la lentille L2. Si l'objet est à l'infini, ça veut dire que l'image est forcément au point focal image de la première lentille. Donc là, je suis en F'1. Si l'image finale est elle-même à l'infini, ça veut dire que je suis forcément au point focal image, au point focal objet, puisque c'est l'objet qui m'envoie une image, au point focal objet de la deuxième lentille. Donc là, je suis en F2. Donc pour que ça marche, il vous suffit de vous arranger pour que le foyer image de la première lentille soit confondu avec le foyer objet de la seconde lentille. C'est pour ça que dans cette lunette-là, vous la mettez dans cette position-là et normalement, quand elle est entièrement tirée, elle est automatiquement à la bonne taille et ça devrait fonctionner. Et donc si on fait ça, on va faire notre tracé. On va essayer d'être un peu précis. Donc, vous avez la lentille L1, la lentille L2, et je me suis débrouillé pour qu'il y ait correspondance entre le foyer objet de la seconde lentille avec le foyer image de la première lentille. Quand on a des rayons qui arrivent sur notre système de l'infini, ça veut dire qu'ils arrivent avec un certain angle. Et ces rayons arrivent tous parallèles entre eux, avec cette direction qui est celle de B infini. Bon, vous avez un faisceau de rayons parallèles qui arrivent depuis B infini et qui vont, qui s'intersectent avec la lentille. Parmi tous ces rayons, il y en a certains qui sont particuliers. Il y a celui qui passe par le centre optique O1 qui n'est pas dévié par la première lentille. Il y a celui qui passe par F1 qui est censé ressortir parallèlement à l'axe optique. Et il y a celui qui ressort en passant par F2 et qui devrait rentrer parallèlement à l'axe optique, mais celui-là on n'en a pas puisqu'ils sont tous avec un certain angle par rapport à l'axe optique. Donc on a accès de là, mais ceci dit, j'ai un objet qui est à l'infini, l'image doit être forcément dans le plan focal image, et vous voyez bien qu'avec les deux rayons qui sont là, je me trouve bien avec un B, une image intermédiaire, on va appeler B1, qui est, pouf, directement dans le plan focal image de ma première lentille. Il se trouve que ce plan focal image, c'est aussi le plan focal objet de la deuxième lentille. Donc parmi tous les rayons, je peux en tracer d'autres, ils continuent tous ces rayons à passer. Celui-là, il passe par là. Il passe par là. Celui-là, il continue. Celui-là aussi. Puis celui-ci, il passe là-bas en bas. Donc parmi tous ces rayons qui continuent, il y en a certains qui vont me permettre de faire les tracés. En particulier, celui qui a continué parallèlement à l'axe optique, je sais que celui-ci doit ressortir, je vais changer de couleur juste pour voir que je raisonne sur la deuxième lentille, celui-ci doit ressortir en passant par F'2. Comme ça. Et puis vous avez celui qui part et qui passe par le centre optique de la deuxième lentille. Alors, il faut imaginer qu'il y a un autre rayon qui est arrivé là ensuite pour repartir ici. Bien sûr, vous êtes limité en termes de nombre de rayons, mais vous avez tout à fait le droit d'en imaginer des nouveaux qui partent dans les directions qui vous arrangent. Donc, vous voyez que là, mon faisceau, en fait, il est parallèle. Donc, tous les rayons qui ressortent ici vont ressortir parallèlement à ceux-là. Comme ça, et donc j'ai tout un faisceau de rayons. Donc si je mets mon œil par là,
Mon œil, lui, il voit quoi? Il voit des rayons qui arrivent selon l'axe optique, parallèlement à l'axe optique, qui vont venir de mon A infini, en fait de mon A' infini, et aussi des rayons qui viennent par là, et dans cette direction-là, je vais voir mon B' infini. Donc j'avais des rayons qui arrivaient avec un certain angle depuis l'infini, parallèlement entre eux. Ils repartent parallèlement entre eux, mais quand ils repartent avec une direction qui est différente, et donc l'angle sous lequel je vais voir, j'étais en train de visualiser un objet comme ça, maintenant j'ai toujours mon A' infini sur l'axe, mais mon B' infini il est vers le bas, et donc je le vois avec un angle différent. Le alpha va être vu par exemple ici, c'est l'angle que l'on fait si on regardait directement cet objet, alors que je mette mon œil ici ou je me mette ici, c'est pareil, puisque l'objet il est à l'infini, donc finalement ça ne change rien pour l'angle sous lequel je vais le voir, c'est pas le petit mètre dont je vais me décaler qui va changer par rapport aux 150 millions de kilomètres qui me séparent du Soleil, par exemple. Et de l'autre côté, beaucoup plus si vous regardez une autre étoile, et de l'autre côté, l'angle sous lequel vous allez voir cet objet, par exemple, on le voit à cet endroit-là, et là vous allez avoir votre alpha'. Vous voyez que quand je prends deux lentilles convergentes, si j'ai un angle ici positif, l'autre qui sera négatif, et donc en fait il va y avoir une inversion. Ça c'est l'aspect grossissement négatif, et le fait que quand vous regardez à travers une lunette astronomique ou un télescope, pour ceux qui ont un télescope à la maison, vous voyez tout en inversé. Si vous observez un arbre qui est dans le champ d'à côté, vous le verrez la tête en bas. Alors que quand on utilise les lunettes de flibustier, justement, on va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas cette inversion, et c'est pour ça qu'on peut utiliser une lentille convergente et une lentille divergente de l'autre côté pour que ça fonctionne mieux et qu'il n'y ait pas cette inversion. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, c'est de grossir les choses. Par exemple, vous voulez observer Jupiter, quand vous la regardez à l'œil nu, elle est comme ça, et puis quand elle est dans votre lunette, vous la verrez comme ça, vous verrez plus de détails, parce que votre résolution angulaire est la même, c'est-à-dire que vous pouvez voir des détails qui sont avec un angle à 3,10-4 radians, mais si vous grossissez l'angle global sous lequel vous voyez votre objet, vous passez d'un truc quasiment ponctuel. Quand vous regardez Jupiter, vous avez l'impression que c'est un point, parce que son diamètre angulaire est très proche des 3,10-4 radians, inférieur même, et quand vous grossissez par exemple d'un facteur 100, vous verrez des détails jusqu'à 1/100e de diamètre de Jupiter à chaque fois, et donc vous verrez beaucoup plus de choses, notamment la grosse tache rouge ou la grande tache rouge que vous avez sur Jupiter, et puis qui a été observée pour la première fois en Galilée en 1600 et quelques, et qui reste encore visible de nos jours. Donc ça c'est assez extraordinaire à ce côté-là. Donc le alpha prime, il est là, vous voyez que je peux le calculer, je peux regarder que tangente alpha prime, qui du coup, comme d'habitude, avec les conditions de Gauss, c'est à peu près alpha prime, c'est cette distance-là. Cette distance-là, c'est la taille de l'image intermédiaire A1B1 divisée par le côté adjacent qui est F'2. Donc ça, c'est en valeur absolue. On va travailler en valeur absolue. Alpha, de l'autre côté, on a que tangente alpha, donc on l'a là, mais on l'a aussi ici avec l'histoire des angles alternes internes, et puis surtout le fait que le rayon qui est ici et passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc on a ce alpha. Le côté opposé ici, parce que j'ai toujours mon triangle rectangle par habitude là, le côté opposé c'est A1B1. Le côté adjacent, c'est la distance focale de la première lentille, c'est donc F'1, et ce tangente alpha, c'est à peu près alpha. Et donc on en déduit que la valeur absolue de G', qui du coup est du grossissement G, qui est la valeur absolue de alpha' divisée par celle de alpha, je me retrouve un petit peu comme avec l'histoire de la loupe tout à l'heure, avec le même objet, A1B1, image intermédiaire. Donc j'ai A1B1 sur F'1 divisé sur F'2 divisé par A1B1 sur F'1. Et donc je me retrouve avec un grossissement qui en valeur absolue vaut F'1 sur F'2. Alors on voit dans mon dessin, là j'ai choisi un grossissement de 2 puisque j'ai pris 4 cm ici et 2 cm là, donc un F'2 deux fois plus petit que F'1, et effectivement l'angle va être plus important dans ce cas-là
que dans celui-ci, et normalement à peu près d'un facteur 2. Alors là, c'est la tangente des angles, c'est pas vrai vraiment avec les angles, parce que j'ai des gros angles dans mes dessins, mais en pratique, dans les conditions de Gauss, je verrai des détails, enfin 2 fois plus de détails, lorsque on utilise cette propriété, et donc on verra les choses plus grosses. Donc de la même manière que la loupe vous permet d'observer en fait des objets avec plus de détails, parce que l'angle sous lequel vous les voyez va être plus grand, plus gros, enfin vous voyez l'objet en plus gros, pour un objet qui est à l'infini, vous pouvez voir plus de détails en simplement grossissant tous les angles, et donc avec votre résolution angulaire de l'œil qui est toujours la même, comme vous grossissez tous les angles, ça dépasse la résolution angulaire et vous verrez des détails plus fins. C'est exactement pour ça qu'un philatéliste par exemple va utiliser une loupe pour voir les petits détails sur ses timbres. Voilà, donc on a passé en revue cette histoire de lunettes astronomiques. Je vous laisse vérifier que si vous mettez une lentille divergente de focale plus petite, alors ça marche que quand la focale est en valeur absolue plus petite que celle de la première, qu'est-ce qui va se passer? Le principe est le même, il faut que je mette F2 au niveau de F'1, sauf que F2 il est de l'autre côté de la lentille divergente, il est à droite de la lentille divergente, donc je vais devoir mettre la lentille divergente à gauche de l'image intermédiaire, et résultat, ça vous fait quelque chose qui va être plus compact comparé à la lunette astronomique avec 2 lentilles convergentes qui auraient les mêmes focales en valeur absolue, et donc ça, non seulement vous n'avez pas l'inversion de sens qui est due à cette lentille qui est ici, la deuxième lentille convergente, donc vous n'avez pas l'inversion de sens, donc quand vous regardez au travers, vous voyez bien les navires de votre pirate préféré de l'autre côté à l'endroit et pas à l'envers, ça tombe bien, et en plus ça vous permet d'avoir un système qui est plus compact et qui vous donne moins de problèmes pour l'utiliser. Après, les lunettes, ça a été utilisé en astronomie. C'est plus facile de faire des lentilles convergentes de gros diamètre que des lentilles divergentes, parce que sinon elles deviennent très très larges sur les côtés et puis ça risque de casser. Et puis les astronomes, ils en ont rien à faire que ce soit inversé, parce qu'à partir du moment où ils sont placés dans la direction où ils veulent, ils observent leur système, et puis il n'y a pas de haut et de bas quand vous regardez la Lune, Mars ou d'autres choses. Par exemple, si vous regardez la lunette astronomique de l'observatoire de Strasbourg, il me semble qu'elle fait, je ne sais plus si c'est 40 ou 60 cm de diamètre, pour avoir un maximum de lumière, et elle fait près de 10 mètres de long, donc c'est assez impressionnant quand vous voyez la lunette qui se déplace. Et ça permettait au siècle dernier, enfin plutôt à celui d'avant, au 19e siècle, de faire des observations, parce que à présent l'observatoire est trop enclavé à l'intérieur de la ville, et la pollution lumineuse empêche toute observation un tant soit peu précise, et donc maintenant l'observatoire ne sert plus que pour des gens qui font du traitement d'observation. Les vraies observations se font sur les télescopes à Hawaï, au Chili, sur des endroits qui sont très très noirs, avec très peu de pollution lumineuse, et généralement en haut en atmosphère pour limiter au maximum les perturbations atmosphériques. Alors juste avant de finir et de passer au microscope, un petit détail que j'avais presque oublié, la notion de cercle oculaire. Alors la notion de cercle oculaire, on la verra notamment plus particulièrement en TP, c'est en fait l'endroit auquel il vaut mieux essayer de placer son œil. Pour quelle raison? Parce que c'est là où vous aurez le maximum de lumière qui passe à l'intérieur de votre système optique. Alors c'est quoi le cercle oculaire? La définition du cercle oculaire, si vous serez rappelé du coup en TP, la définition du cercle oculaire, c'est l'image de la première lentille par la deuxième lentille. Et le cercle oculaire, il va être placé quelque part par là. Si vous prenez simplement votre système pour voir à quel endroit ça va se placer, vous avez la première lentille qui va, un rayon qui arrive au bord comme ça et puis qui passe par le centre optique, ne va pas être dévié. Et puis vous avez celui qui passe et qui est parallèle à l'axe optique, qui se passe par F'2. Voilà, il s'intersecte ici, et de l'autre côté, on aura la même chose là. Donc vous aurez la notion de cercle oculaire, ça passe par F'2, ça marche. Il est là, votre cercle oculaire.
Alors le cercle oculaire, c'est l'endroit où la lumière est le plus concentrée. Pour quelle raison? Parce que tout rayon qui rentre dans votre système optique doit passer par la lentille d'entrée, donc par votre objectif. Et votre objectif, donc il a une certaine taille, et donc vous devez avoir que tous les rayons qui rentrent dans votre système passent par l'objectif, et aussi du coup par le deuxième, et donc l'image de l'objectif, parce que tout rayon qui passe par l'objectif peut être imaginé comme un rayon issu de l'objectif, et qui va être modifié par là, et tous ces rayons-là qui réussissent à passer dans l'objectif, dans l'oculaire qui lui est plus petit, vont se concentrer à un endroit qui est ici. Et si vous placez votre œil à cet endroit-là, alors vous avez un maximum de lumière. C'est pas l'endroit, forcément, votre œil peut se placer à plein d'endroits différents, puisque le but de la lunette astronomique, c'est de vous faire une image à l'infini, donc quel que soit l'endroit où vous vous placez, vous la verrez, votre image, mais c'est l'endroit où vous verrez l'image le plus fort, la plus lumineuse, parce que tous les rayons qui sont rentrés là-dedans et qui pouvaient sortir passent par cet endroit-là. Si vous vous placez plus loin ou plus près, vous aurez qu'une partie de ces rayons et donc vous aurez une image moins lumineuse, pas moins nette, pas moins grosse, mais moins lumineuse. Donc le cercle oculaire, en règle générale, les fabricants d'instruments d'optique se débrouillent pour qu'il soit à peu près à l'endroit où vous allez placer votre œil, et en faisant ça, vous maximisez les chances que votre appareil soit bien adopté, parce que les personnes voient ça avec un maximum de luminosité, et en règle générale, c'est ce qu'elles recherchent. Donc on verra ça au passage en TP, et maintenant on va passer au microscope. Alors toutes les sections que l'on fait là, que ce soit la lunette astronomique ou le microscope ou la loupe, ça ne fait pas partie des choses que vous devez connaître par cœur. La seule chose que vous devez vraiment connaître, c'est les lois de Newton, lois de Descartes et leur application, et surtout leur utilisation dans les exercices. Mais en fait, ce sont des exercices typiques, donc je les traite ici directement dans le cours pour que vous ayez un exemple, et que si jamais vous avez en DS par exemple un microscope à traiter, vous sachiez à peu près à quoi vous attendre, parce que vous l'aurez déjà vu une fois. On va en faire dans les exercices, mais dans les exercices on va aussi s'atteler à faire des choses relativement simples au départ, et puis dès qu'on aura un petit problème qui durera un petit peu plus longtemps, ça va être forcément l'étude d'un instrument d'optique avec 2 voire 3 lentilles. Généralement on s'arrête à 2, ça suffit pour être suffisamment compliqué, et puis il y a ces notions de où placer l'objet, où se retrouvera l'image, et comment placer les lentilles au milieu pour que ça fonctionne correctement. Donc petit 3, le microscope. Le microscope, normalement, vous avez dû faire un tout petit peu de biologie dans votre cursus, et dans ces cours de biologie, normalement, vous avez déjà observé dans un microscope. Et si vous avez observé dans un microscope, vous savez qu'il y a tout un protocole à respecter pour que ça fonctionne correctement. C'est un protocole strict, et on va essayer d'expliquer pourquoi c'est tellement strict pour réussir à rechercher, parce que la zone dans laquelle vous pouvez voir l'image, contrairement à la lunette astronomique où c'est relativement facile, il y a tout qui est fixe et puis vous avez juste à la pointer dans la bonne direction. Donc contrairement à la lunette, dans le microscope, vous allez devoir faire bouger une lentille par rapport à l'autre jusqu'à trouver que votre objet fasse effectivement une image qui soit visible par votre œil au travers du système optique. Et on va voir que l'intervalle de longueur sur lequel on peut faire bouger votre système, et quand même que votre œil voit net en essayant d'accommoder correctement, cet intervalle-là est de l'ordre du micromètre. Alors, on va commencer par poser un certain nombre de définitions. On va noter delta, la distance qui sépare le foyer image de la première lentille du foyer objet de la seconde lentille. Vous voyez que si je suis dans une lunette astronomique, ce delta, il vaut 0. Donc on va, pour fixer les idées et faire des applications numériques, on prendra un delta de 16 cm. On va prendre des lentilles, 2 lentilles convergentes, donc f'1 qui vaut de focale 0,4 cm, 0,40 cm même, f'2
de focale 2,5 cm. On va prendre à chaque fois avec deux chiffres significatifs pour les applications numériques. Et on va regarder où doit se trouver l'objet pour que l'image, par rapport au premier foyer, F1, pour que l'image soit à l'infini. Alors souvenez-vous, le microscope, c'est l'archétype du système pour lequel il faut utiliser Newton. Et pourquoi? Parce que justement, on regarde les choses par rapport au foyer. Donc, première question, but, chercher les positions, chercher la position qu'on va appeler A infini, qui donne une image à l'infini via le microscope, pour qu'elle soit facilement observable par un œil sans qu'il se fatigue, un œil normal sans qu'il se fatigue. Vous savez que normalement, quand vous faites les réglages, si jamais il y a une personne à lunettes qui vient pour ça, elle a juste besoin d'enlever les lunettes et de bouger un tout petit peu l'oculaire, et en faisant ça, si votre réglage est bien fait, elle devrait trouver un point où elle peut voir net. Si le réglage est mal fait, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il suffit d'adapter un tout petit peu. Alors, notez que au niveau notation, j'ai changé un tout petit peu. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'avais un objet à l'infini, je le notais à infini. Là, c'est pas le cas. L'objet n'est pas à l'infini, parce que quand vous observez quelque chose au microscope, il est là sur votre paillasse directement. Et puis, en revanche, ce que je veux, c'est que ce A infini, par le microscope, ça me donne une image qui, elle, est à l'infini. D'accord? Donc, le A infini, par le microscope, me donne une image à l'infini. Ce que j'avais noté jusqu'à présent à prime infini. Mais j'aurais besoin de l'indice. En fait, l'indice, maintenant, ça va faire référence à la position de l'image. Donc, pour que ça me donne une image à l'infini, il faut que, par la première lentille, ça m'envoie sur une certaine image intermédiaire. Et cette image intermédiaire, par la deuxième lentille, doit m'envoyer sur l'infini. Si ça m'envoie sur l'infini, ça veut dire que forcément, je suis sur le plan focal objet de la deuxième lentille. Donc, mon image intermédiaire doit forcément se placer en F2. Bon, on utilise Newton pour la première lentille. Si on utilise Newton pour la première lentille, Newton il dit quoi? Il dit que le foyer objet de la première lentille jusqu'à l'objet de la première lentille, ce que j'ai noté à infini, multiplié par la distance entre le foyer image de la première lentille fois l'image par cette première lentille, c'est-à-dire F2, c'est là où je remplace directement, ça c'est égal à moins F'1 au carré. Résultat, j'ai tout de suite ce que je demande, puisque je cherchais la position à infini, je vais la prendre par rapport au foyer. Donc j'ai F1 à infini qui s'écrit moins F'1 au carré divisé par F'1 F2, c'est-à-dire ce que j'ai appelé delta. Donc, et ça c'est une caractéristique de votre microscope, la distance entre les deux foyers quand vous le déplacez, parce que vous déplacez les deux lentilles en bloc, et ce qui change, c'est en fait la distance entre la première lentille et votre objet. Donc j'ai une valeur, quand vous faites l'application numérique, F1 0,4, donc 4 10-3 au carré, ça me fait du 16 10-6 que je divise par 160, et donc si on fait le calcul et qu'on revient dans les valeurs, ça me fait du 0,10 mm. Donc là, le mieux, c'est de repasser en mètres. J'ai du 16 10-2. Et là, du coup, j'ai du 16 10-6 quand je le fais au carré. Ça me fait du 10-4. Et 10-4, ça fait bien du 0,1 mm. Vous voyez que l'objet est avant le foyer. Et ce qui est normal, parce que quand vous prenez votre microscope, si ça c'est mon microscope, vous avez votre objet qui est devant la première lentille. Et en règle générale, on vous dit de partir en étant quasiment en contact. Alors pas trop, parce que si vous écrasez votre lame de verre, en règle générale, ça casse et c'est pas bon. Donc vous vous mettez quasiment en contact, et puis vous allez chercher en vous éloignant au fur et à mesure pour essayer de trouver cette position-là
qui sera une position sympathique. Vous voyez qu'on est à 0,1 mm du foyer, donc il faut placer ça de manière relativement précise. Alors maintenant, donc ça c'était le but 1. But 2, c'est trouver la position à delta qui donne une image à une distance delta. Alors vous me voyez venir avec mes gros sabots, hein, ce delta ça va être les 25 cm de division distincte, à une distance delta de l'œil. Donc trouver cette position qui donne une image à une distance delta de l'œil, et cet œil, par facilité, on va le placer, vous voyez que comme f'2 c'est 2,5 cm, en règle générale vous avez un petit truc autour de votre microscope qui vous permet d'appuyer votre œil, donc l'œil est toujours à peu près au même endroit, et donc on va le placer, cet œil, en f'2. Alors là aussi, vous me voyez venir avec mes gros sabots, si je place l'œil en f'2, si je veux delta par rapport à l'œil, c'est que naturellement, je vais utiliser une formule de Newton pour essayer de voir ce qui va se passer. Donc A delta me donne un A1 intermédiaire qui lui-même me donne une image qui est delta devant l'œil. Donc je vais avoir un truc du style comme ça, A delta, pardon, pas infini, A delta donne par L1 un A1 intermédiaire qui donne un A' par L2 tel que f'2 A' ce soit égal à, comme delta, je vais prendre une valeur absolue pour ce delta, c'est 25 cm, je veux que ce soit 25 cm devant l'œil, donc ça va être un f'2 A' qui va valoir moins delta. Bon, de nouveau, je vais utiliser mes petites formules de Newton, parce qu'elles sont bien adaptées. Donc si je prends Newton pour L2, Newton pour L2, il me dit quoi? F2 A1 multiplié par f'2 A' doit être égal à moins f'2 au carré, d'où f2 A1, ça va être égal à moins f'2 carré divisé par moins delta, donc c'est égal à f'2 carré divisé par delta, quelque chose qui va être positif. Je suis à droite du f2, du foyer objet de ma deuxième lentille. Maintenant, j'aimerais me placer avec Newton pour L1, de nouveau, mais pour appliquer Newton en L1, c'est moins sympathique qu'avant, puisque je vais utiliser F1 à delta, puisque mon objet c'est A delta, mon image pour L1 c'est A1, donc c'est F'1 A1, qui va être égal à moins F'1 au carré. Donc là, j'ai une information sur F'1, enfin, j'aurais besoin de F'1 A1, mais tout ce que j'ai c'est F2 A1. Donc je vais utiliser Charles en faisant apparaître F'1 F2 plus F2 A1. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que F2 A1, je le connais, et F'2 F2, c'est delta. C'est justement le delta que j'ai défini là-haut, qui correspond à la distance entre les deux foyers des deux lentilles de mon microscope. Donc, là, c'est f'2 carré sur delta, et je me retrouve avec un f1 à delta qui est égal à donc moins f'1 carré divisé par delta plus f'2 carré divisé par petit delta.
Alors là, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué, donc je vais vérifier quand même l'homogénéité pour voir si je ne me suis pas trompé. J'ai une distance au carré, il faut donc que je la divise par une distance. En dessous, j'ai une distance, ça va bien, plus un truc qui du coup doit être une distance, qui est en fait une distance au carré divisée par une distance, c'est toujours une distance. Je suis sauvé, ça marche. Alors, quand on fait l'application numérique, on se retrouve qu'à deux chiffres significatifs, on retrouve de nouveau du moins 0,1 mm. Donc là, en fait, c'est embêtant d'avoir deux fois la même chose. Donc plutôt que de faire l'application numérique, enfin si je fais l'application numérique, on va avoir du moins 0,098 mm. Ça va bien parce que c'est légèrement plus petit, parce que je divise par delta plus un truc, donc en valeur absolue c'est plus petit, donc je suis en dessous du 10 qui était là, donc avec deux chiffres significatifs je vois la différence. Mais bon, c'est pas terrible, j'ai 2 micromètres d'écart, j'aimerais être un tout petit peu plus précis sur cet écart là. Donc comment est-ce que je pourrais obtenir ma valeur de manière légèrement plus précise? Bon, déjà on voit qu'en fait, une fois que vous avez trouvé un réglage qui marche, il suffit de bouger de moins de 2 micromètres pour être au bout du réglage qui marche. C'est pour ça que c'est très difficile et c'est pour ça que vous avez une vis dite micrométrique sur votre microscope pour faire les réglages fins. Une fois que vous êtes arrivé à peu près à l'endroit qui vous intéresse, vous faites les réglages fins avec cette vis micrométrique qui va bouger très très peu lors de cette évolution. Et moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est plutôt de faire le calcul de la différence entre les deux. Donc, si je fais cette distance-là moins cette distance-là, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, si je fais, donc calculons F1 à delta moins F1 à infini. Donc avec l'expression, vous voyez que ça se ressemble un petit peu, puisque l'un c'est moins f'1 carré divisé par delta plus f'2 carré sur petit delta, et l'autre c'est moins f'1 carré sur delta. Alors, je vais faire une hypothèse, c'est que ce décalage-là est très petit devant grand delta. Je peux peut-être vérifier. F'2, on a dit que c'est 2 cm et demi. Je le divise, donc ça me fait 2 cm et demi fois 2 cm et demi. Je le divise par delta qui vaut 16, donc j'ai F'2 fois un truc qui est en 2 cm et demi divisé par 16, donc à peu près un huitième. Donc ça veut dire que là j'ai un huitième de 2 cm et demi comparé à 16 cm. Ce qui veut dire que ce terme-là va vraisemblablement être négligeable. Ça, c'est chouette. On va pouvoir utiliser pour la première fois en situation nos méthodes d'approximation usuelle. Alors, c'est totalement hors cours d'optique. C'est juste pour se faire plaisir un petit peu et montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces choses-là. Et pour pouvoir utiliser le développement de 1 sur 1 plus epsilon, j'ai besoin d'avoir un 1 ici. Donc il faut que je mette delta en facteur. Et vous voyez que je peux écrire ça en tant que moins f'1 carré sur delta, facteur 2. Donc le premier terme, j'ai du 1 sur 1 plus f'2 carré sur delta grand delta. Et ce terme-là, il apparaît une fois, donc moins 1. Donc là, je me retrouve avec un truc ici qui va être mon epsilon. Quelque chose où je viens à l'oral de vérifier que ce sera effectivement petit devant 1. C'est plus petit qu'un dixième, donc ça devrait aller. Donc si je fais cet écart-là, vous voyez que ça va être à peu près égal. Je cache les petits taux dans mon à peu près égal, mais comme je vais avoir une estimation juste à deux chiffres significatifs, j'aurai tout à fait le droit de faire ça avec ces grandeurs-là. Donc ce 1 sur 1 plus epsilon, c'est la même chose que 1 moins epsilon, auquel je soustrais 1, donc les 1 disparaissent. Moins par moins, ça fait plus. Donc je me retrouve avec du f'1 carré sur grand delta multiplié par epsilon. Et donc j'ai du f'1 carré divisé par grand delta multiplié par f'2
carré divisé par petit delta grand delta. Donc là, quand on fait l'application numérique, en faisant attention aux conversions, on trouve que ça nous donne 1,5 micromètres. Et effectivement, quand on donne à la calculatrice ce gros truc-là et qu'on lui laisse faire les calculs, à deux chiffres significatifs là, on se récupère aussi ces 1,5 micromètres et on comprend mieux l'histoire de la vis micrométrique qui est à utiliser là-dedans. Donc ça, c'est pour illustrer, en général, quand on vous donne un microscope à étudier en problème, on étudie d'abord juste une lentille, ensuite on étudie les deux, on fait passer là, pensez à utiliser Newton, ça tourne toujours autour de lui pour le microscope, et on arrive à la fin. Alors, souvent, il y a une dernière information où on a des indications sur l'objectif et sur les oculaires, sur les objectifs et les oculaires. Par exemple, un x400, un x100, et ça va pas avoir la même signification selon que vous regardez l'objectif, donc du côté de l'objet, ou l'oculaire qui est du côté de l'œil. Et on va essayer de voir ça, à quoi ça correspond. En fait, c'est pour permettre de déterminer le grossissement commercial de votre microscope. Donc l'idée, c'est, ben voilà, si vous regardiez votre plaque, votre plaque de verre directement, et donc vous la mettiez à 25 cm pour visualiser votre système de départ. À ce moment-là, vous avez, vous voyez votre objet, votre globule rouge par exemple, sous un certain angle, très petit, en règle générale on ne voit pas grand-chose. Et puis quand vous le mettez dans le microscope et que vous le réglez de la même manière, mais pour voir un infini, à ce moment-là, vous le verrez avec un autre angle. Et quand on fait ces calculs, on va faire intervenir que le grossissement total de votre microscope, donc ça va être l'angle sous lequel vous voyez votre objet après passage dans le microscope divisé par l'angle sous lequel vous voyez l'objet avant le passage dans le microscope. Je vous rappelle que le delta qu'on avait là, c'était les 25 cm de vision distincte. Donc en fait, le alpha, c'est la taille de votre objet divisé par ce delta. Et donc je vais faire un petit tour de passe-passe. Je vais multiplier en haut et en bas par la taille de votre image intermédiaire, A1B1. Alors divisé par delta, c'est la même chose que multiplié par l'inverse. Donc je vais avoir alpha prime divisé par A1B1 multiplié par A1B1 et puis multiplié par delta sur AB. Donc les A1B1, c'est simplement pour faire apparaître cette grandeur-là. Alors quel est l'intérêt? C'est que ça peut se réécrire alpha prime divisé par A1B1 divisé par delta, et le tout multiplié par A1B1 sur AB. A1B1 étant l'image intermédiaire, ça veut dire que ici, j'ai le grandissement, ce machin-là, c'est le grandissement de la première lentille. Alors que ça, c'est l'angle sous lequel je vois finalement les choses après la seconde lentille, et que A1B1 sur delta, c'est l'angle sous lequel je verrai la deuxième, enfin l'image intermédiaire, donc l'image du milieu, quand je me place à une distance delta. Donc c'est exactement la définition de mon grossissement commercial de ma lentille qui correspond à l'oculaire, donc c'est le G2. Donc vous voyez que j'ai du G2 fois gamma 1. Donc quand on calcule le grossissement, ça fait intervenir le grandissement de votre objectif et le grossissement de votre oculaire, et en mettant les deux, on a bien, si on a un objectif à x40 et un oculaire à x10, vous avez un grossissement global qui va être de 400, le x40 vous donnant le grandissement et le x10 va vous donner le grossissement de l'oculaire, et ça permet de faire un lien entre les deux. Bien, on va terminer par quelques mots sur les appareils photographiques. Donc l'appareil photographique comme dernier système optique un petit peu compliqué. Et pour cette partie-là, je vais vous demander d'aller regarder plusieurs autres vidéos. C'est ce qu'on appelle une analyse
documentaire. Et donc, dans ces autres vidéos, vous en avez déjà une de Minute Physics qui devrait apparaître ici. Et donc là, je résiste pas à l'envie de vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Elle vous permet de vérifier que si vous êtes myope et que vous voyez le monde flou aux alentours, vous avez absolument besoin de voir un tout petit peu net, ça marche d'autant plus que vous êtes très myope. À ce moment-là, il faut regarder dans un tout petit trou, et en regardant avec un tout petit trou, vous êtes capable de voir net quelque chose que, par exemple, vous ne voyez absolument pas. Là, je suis capable de voir la plaque d'immatriculation et de lire la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui est situé à une vingtaine de mètres, chose que, sans mes lunettes, je suis absolument incapable. Je vois à peine quelques petites choses noires par là, alors que ici, sans aucun souci, je suis capable de lire cette plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est la vidéo de Minute Physics. Et ensuite, des vidéos plus particulièrement sur l'appareil photographique, avec notamment la notion d'ouverture, puisqu'il y a une notion d'ouverture qui permet de limiter la quantité de rayons qui rentrent à l'intérieur de votre système. Et justement, quand vous avez un diaphragme qui est fermé au maximum, donc avec une grande ouverture, quand vous avez le diaphragme qui est fermé au maximum, vous aurez une grande profondeur de champ, parce que justement, comme tous vos rayons arrivent avec des angles qui sont relativement petits, même si vous avez formation d'une image normalement, donc là si vous mettez votre écran, mais que vous avez votre image qui se forme quelque part par là, et donc vos rayons arrivent en passant par là, et puis donne toute une tache, hein, au lieu d'avoir un point image, comme si c'était le cas si l'écran ici, vous avez une tache sur l'écran, d'où l'apparition de flou, parce que c'est pareil pour les points d'à côté, ils vont se répartir sur plusieurs pixels et puis s'interconnecter les uns dans les autres, et donc vous ne saurez plus quelle est la lumière qui provient de quel endroit. Donc vous avez une tache. Si vous limitez le nombre de rayons qui sont capables en fait de traverser, généralement avec le centre, donc celui-là on le garde, on garde aussi un qui est légèrement à côté comme ça, et puis un qui va arriver avec un angle légèrement supérieur, la taille de la tâche image va être beaucoup plus petite, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup moins de récepteurs qui vont être déclenchés par le passage de la lumière, et donc votre visualisation de la chose, vous aurez l'impression que c'est net, et donc vous pouvez avoir comme ça une profondeur de champ, parce que normalement quand vous réglez votre lentille, vous voyez correctement dans un plan, exactement correctement dans un plan. Après, vous avez une certaine latitude qui dépend de... vous avez le droit d'avoir une tache sur l'écran qui est à l'ordre de grandeur d'un récepteur, et puis comme ça vous êtes tranquille. Et si vous diminuez le diaphragme, votre latitude de mise au point, profondeur de champ, devient plus importante, ce qui vous permet d'avoir des objets, des images qui sont nettes de près et de loin, et donc d'avoir des photos qui permettent de mettre en valeur soit un certain endroit quand vous mettez une ouverture très grande, un diaphragme très grand, et donc un nombre d'ouvertures très petit, vous avez une profondeur de champ très importante, et donc vous voyez sur une photo quelque chose qui est net un petit peu partout, alors que si vous mettez un diaphragme, si vous mettez un diaphragme très ouvert, vous avez une profondeur de champ qui est très faible, et vous mettez au point vraiment juste sur un objet, ça fait des flous artistiques, généralement de l'arrière-plan et de l'avant-plan, alors que si vous fermez votre diaphragme au maximum, vous avez moins de lumière qui passe, donc vous avez une photo qui est moins lumineuse, il va falloir souvent augmenter le temps de pause pour voir quelque chose, mais si vous le faites, vous aurez l'ensemble de votre paysage et de votre avant-plan qui vont être nets sur votre photo. Donc regardez les petites vidéos dans la série qui est là, et puis on en discutera directement pendant la classe.